la petite librairie du livre politique. Chers amis, et j'oserais dire aussi chers camarades, je suis très très heureux qu'on se retrouve ici. Pour nous, ITS, cet événement est devenu une évidence parce que, avec vous, éditeurs, nous avons l'impression d'avoir effectivement une complicité intellectuelle, mais plus que ça, une solidarité, j'oserais presque dire, de combat. Enfin, en tout cas, de militantisme. Je sais ce qu'est une ligne politique, quelques idées sur ce qu'est une ligne éditoriale. J'aimerais un peu, chez les uns et chez les autres, savoir comment vous travaillez cette idée d'une ligne éditoriale et comment vous travaillez ce lien avec des auteurs que vous fidélisez. Qui veut commencer? Louis, allez, lance-toi. Alors, donc moi je suis Louis Weber, je suis le gérant des éditions du Croquant. Moi je dirais simplement que ça a été le point de rencontre ou la jonction de deux courants en quelque sorte, de deux idées. L'un qui est le courant que j'appellerais coopérateur, hein. D'ailleurs les éditions du Croquant sont une coopérative. Et puis avec le deuxième élément, ça a été Bourdieu. Et enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la succession de Bourdieu, ça n'a pas toujours été simple. Hein. Donc il y a un certain nombre de bourdieusiens de renom qui se sont retrouvés un peu sans éditeur. Hein. Donc ils ont contribué à créer le Croquant. Donc pendant de longues années, ça a été notre image et ça reste. Hein. Donc c'est pour répondre précisément à ta question de la ligne, ça donnait une ligne dans la mesure où ces bourdieusiens défendaient une certaine conception de la sociologie critique et on a publié plusieurs dizaines d'ouvrages issus de ce cercle-là. L'autre point assez important pour les deux maisons, c'est la mise en avant des cultural studies qui ont été en fait intégrées un peu en parallèle par les deux, avec des entrées très différentes. Donc d'un côté des théoriciens, notamment américains ou préordinaires, comme Raymond Williams, Jameson, etc. Et chez Amsterdam, plutôt par le biais de personnes comme Stuart Hall, Gilroy, voilà. Donc voilà, c'est des maisons qui ont eu un peu cette approche-là, avec des sensibilités un peu différentes, mais qui finalement ont voulu faire des choses assez similaires en même temps, qui du coup se retrouvent ensemble maintenant. Voilà. La Fabrique, c'est une maison qui a une vingtaine d'années bientôt, qui a été créée en 98 par Eric Hazan et un groupe d'amis. Sans autre idée au départ que de faire des livres radicaux, subversifs, de gauche. Bon. Mais ça répondait à mon avis aussi à un moment dans l'histoire de l'édition, puisque à ce moment-là il y a Agone qui s'est créé après les mêmes années à Marseille. Il y a eu raison d'agir après le mouvement de 95. Il y avait des lignes, on peut dire, il y avait des axes, il y avait la Palestine, il y avait les livres du Comité Invisible, il y a toujours ces thèmes-là. Et puis l'idée que Eric Hazan avait et qui nous a transmis et qui est visible dans le catalogue, pour reprendre cette idée de ligne, c'est plutôt d'identifier des lignes politiques dans la société et de les faire bouger, quoi. Ça c'est un peu le leitmotiv aussi. D'ailleurs son dernier recueil s'appelle « À travers les lignes ». Voilà, ça dit bien ça. Donc je suis David de Hobo Diffusion, ça fait 5 ans qu'on existe maintenant. Donc voilà, on est une structure en fait qui regroupe une quarantaine d'éditeurs. Alors, qui n'ont pas, pour le coup, on parle de ligne. Nous, effectivement, en tant que diffuseur, on n'a pas vraiment une ligne particulière. L'idée, effectivement, c'est de défendre en tout cas un catalogue d'éditeurs qui se situe, on va dire, à la marge, contre-culture, critique radicale, mouvement révolutionnaire, qui soit communiste libertaire, anarchiste, marxiste, révolutionnaire ou autre. Depuis 5 ans, on travaille avec un réseau de 200, à peu près un peu plus de 200 librairies qui sont un petit peu partout, en France, en Belgique, en Suisse, un petit peu au Canada. Nous, personnellement, en SILEFS, on est dépendant de rien du tout. Donc, on ne demande pratiquement jamais de subventions. Donc, du coup,
on n'est pas trop concerné par ce qui va se passer. Maintenant, on y est concerné parce que, bien entendu, la politique qui va être menée va avoir des conséquences probablement sur beaucoup de maisons d'édition petites et moyennes. Je crois qu'il faut être vigilant. Le vrai problème, je pense, c'est au niveau de la distribution aussi. Il peut y avoir des grandes manœuvres. Donc, voilà. On est une maison d'édition relativement récente. On sait qu'on est, comment dire, une maison d'édition de niche. Si je vois un danger en ce moment, c'est nos acheteurs qui ne sont pas étrangers à la société et aux problèmes sociaux généraux, à la fois intéressés, mais à la fois où les questions du portefeuille comptent beaucoup. L'histoire, c'est ça. L'histoire est un processus. Tu nous fais une vidéo là. Et il est dédicacé et demain c'est mon anniversaire. Quand je lis les hommes, c'est la veille de mon anniversaire. Et quand je lis les hommes de celui-là et de l'autre qui dit que Ben Barka c'était le pays, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, On a quand même relevé toutes les traductions. et il dit il faut pas lui en dire non avec un truc personnel. Oui, en fait, c'était pas si compliqué que ça à faire. Juste se mettre. Il y a des experts qui sont tenus par Humain de province pour la relecture. Pour des aides à des